aussi, nous allons terminer par un chapitre, évidemment, qui vous est si cher, qui m'est si cher, parce qu'au-delà de nos pays respectifs, c'est parce qu'il y a ce chapitre, évidemment, que nous nous réunissons aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique. Nous ne sommes pas censés appartenir d'un pays. Vous venez, certes, d'autres de la diaspora, d'autres du sud, d'autres de l'est, d'autres du nord, d'autres, voilà. Moi, je suis ici de l'ouest du continent. Et que voilà, là-bas aussi, le rêve de la jeunesse perdure et demeure les États-Unis d'Afrique. En essayant de voir un peu l'histoire de l'Afrique, nous allons voir la genèse ou voilà les structures d'unité ou les projets de fédéralisme qui sont passés sur le continent. Évidemment, comme je vous l'ai dit, bien avant l'arrivée des Occidentaux, il y avait nos grands empires. C'était pas des États morcelés, c'était plutôt des empires qui regroupaient plusieurs pays. Et voilà, la colonisation est passée. Mais même sous l'ère coloniale, si vous êtes de l'Afrique centrale ou de l'Afrique francophone occidentale, vous allez voir que la France, même ses possessions, elle les avait unies. Voilà, et donc, bizarrement, une question qu'il faut se poser. Pourquoi la France a balkanisé ses possessions en partant? Vous allez me dire, diviser pour mieux régner? Certes, voilà, c'est ce qui est regrettable. À qui la faute maintenant? À nos présidents? Certes, voilà. Mais encore, si on pousse plus loin, ça remet en cause évidemment une question qui a été posée, la manière dont les États africains ont eu leurs indépendances. La manière dont les États africains ont pris leurs indépendances. Évidemment, il faut le voir. Si dans différentes parties du monde, les indépendances se sont passées de manière violente, c'était pour dire que voilà, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc voilà. Et l'Afrique n'a pas fait exception à la règle. Dans beaucoup de parties du continent, ça s'est passé ainsi. Même si que voilà, dans certaines parties de colonies françaises, après la communauté de 58, une bonne partie des colonies françaises sont parties en indépendance, sans combattre. D'autres parties, évidemment, ont combattu. C'est le cas de l'Algérie. Parce qu'évidemment, il faut le rappeler, si 60 est l'indépendance des États de l'Afrique occidentale française, 54 et 56, c'était le Maroc et la Tunisie. Et l'Algérie libérain, qu'est-ce qu'il attendait? Évidemment, le statut de l'Algérie, comme on l'a dit, colonie de peuplement, voilà, faisant partie intégrante du territoire français, évidemment, on va compliquer sa situation, comme nous l'avons dit. Et donc, c'est plus tard, évidemment, que les Algériens ont pris leur indépendance. Mais voilà, la manière dont les États africains ont pris leur indépendance. Je pense que tous les obstacles qu'il faut voir dans la Renaissance africaine, il faut les trouver dans cette manière. La manière dont les États africains ont pris leurs indépendances. Évidemment, ceux qui ont combattu ont pris leurs indépendances de manière définitive, libre. Et ceux qui ont négocié, comme le Sénégal, avec un président qui nous dit que nous avons négocié l'indépendance à 45 minutes, quel était le contenu? Imaginez qu'est-ce que devait être le contenu. Si évidemment, au moment des indépendances, la France disait que voilà, les entreprises africaines ne vont pas produire quelque chose qui va concurrencer nos entreprises nationales, c'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est que voilà, les Blancs vont se retirer, vont placer des ambassadeurs qui vont perpétuer le système colonial, perpétuer l'exploitation économique des sociétés françaises du continent. C'est ça l'indépendance négociée. La manière dont les États africains ont pris leurs indépendances. Évidemment, parce que c'est ça qui est clair dans le dynamisme de la Renaissance ou le dynamisme du continent. Évidemment, dans des pays, on voit que ça s'est passé, évidemment, de manière négociée. Bon, certes, souhaitable, mais voilà, est-ce que le fait que ça soit négocié n'a pas porté préjudice au continent? Dans d'autres pays, ça s'est passé, évidemment, par la guerre. Voilà, et le constat réel, évidemment, c'est que ces pays qui ont fait la guerre se sont libérés définitivement du joug colonial. Alors que voilà, quand on parle de France-Afrique, quand on parle de néocolonisation, évidemment, on fait allusion à ces pays qui ont eu l'indépendance négociée. Et donc, voilà, dans ces pays, qu'est-ce qui se passe? C'est les sociétés françaises, évidemment, qui perdurent. Voilà, comme s'il n'y avait pas d'indépendance, comme me le posait un camarade qui me disait, mais voilà, vous les pays africains francophones, dans vos pays, évidemment, il y a les sociétés françaises comme si vous êtes encore néocolonisés. Alors que dans les parties où l'Angleterre existait, évidemment, quand l'Angleterre est partie, l'essentiel de ces entreprises sont partis. Voilà, pour vous dire que vous, encore jeunes Africains ou jeunes leaders africains ou futurs présidents africains, vous avez du pain dans la planche. Évidemment, faire que voilà, l'économie de vos pays revienne à vos pays, que les gains ou les richesses gagnées de ces entreprises, évidemment, profitent à vos peuples et à leurs localités d'extraction, s'il s'agit de minerais ou de richesses. Je pense que c'est ça aussi les enjeux de la Renaissance africaine. Voilà, je vous donnerai l'exemple du Ghana, comme je l'ai dit tantôt. Je ne parle pas de l'État de Ghana qu'a formé Kwame Nkrumah, mais de l'Empire du Ghana, qui existait évidemment en regroupant le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.
je vous parlerai aussi d'un début de fédéralisme au moment des indépendances. Vous savez qu'après, évidemment, l'accession de Gold Coast que Kwame Nkrumah va renommer Ghana en hommage à cet empire du Moyen-Âge ouest-africain, évidemment, les possessions françaises étaient en péril. Et évidemment, pour sauver évidemment la face, le général de Gaulle, en grand stratège, a décidé de lancer la communauté française sur le modèle Commonwealth anglais. Évidemment, c'est une manière de dire que voilà, vous allez bientôt recevoir l'indépendance, mais acceptez de rester avec la France encore dans un espace qu'on appelle la communauté. Évidemment, les nationalistes africains comme Ahmed Sékou Touré diront non, en disant nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse sous l'esclavage. Mais au bout, voilà, de 2 ans, vous me direz, cette communauté est partie. Voilà, les indépendances africaines sont proclamées. Mais si on regarde en Afrique de l'Ouest, il y a un début de fédéralisme qui a été tenté. Voilà, c'est entre le Bénin, Dahomey de l'époque, la Haute-Volta, le Sénégal et le Soudan. Soudan, c'est l'actuel Mali. Haute-Volta, c'est l'actuel Burkina Faso. Et Dahomey, c'est le Bénin et le Sénégal qui n'a pas changé de nom. Mais voilà, évidemment, ça, c'était un projet, voilà, comme l'a souligné Waljo Ndiaye dans son discours devant le général de Gaulle, quand le Sénégal devait voter oui pour le non. Il disait voilà, le Sénégal souhaite rester évidemment à partir à l'indépendance avec ses pays voisins ouest-africains. Voilà, c'était un projet évidemment qui était cher donc aussi aux Sénégalais. Mais voilà, comme je l'ai dit, la France évidemment, qui dans son schéma voulait balkaniser l'AOF, ne va pas laisser des chances à cette option de fédéralisme ouest-africain. Elle va essayer, ou elle va réussir à dissuader le Bénin ou le Dahomey et le Haute-Volta. Et donc voilà, cette fédération, quoi qu'il en soit, va voir le jour avec l'abnégation de Modibo Keïta et de Léopold Sédar Senghor, mais aussi de Mamadou Dia. Mais aussi voilà, c'est une fédération évidemment, comme on dit dans la maison de la France, sans la bénédiction de la France, rien ne peut réussir ou ne perdurera. Évidemment, ils ont tenté, mais voilà, au bout d'un an, ou moins d'un an, la fédération est partie. Et le Sénégal et le Mali se sont séparés. Les 2 républiques ouest-africaines accèdent à l'indépendance. Je pense que aussi, voilà, ça c'est pas un cas isolé. Comme je l'ai dit, la France a décidé évidemment de balkaniser les États africains dans ses possessions. Mais c'était pas uniquement dans ses possessions. Parce qu'en se souvenant évidemment de la guerre du Nigeria au Biafra, la France a tenté de faire exploser la fédération nigériane pour qu'elle ne serve pas de modèle aux autres pays africains qui avaient tenté l'expérience et que voilà, les États africains restent des micro-États à la merci de la France. Ces entreprises reviennent, exploitent l'exploitation économique continue. Voilà, évidemment, c'est ça déjà que la France nous a laissé. Un bon souvenir, un mauvais souvenir, au point d'interrogation. Vous savez ce qui se passe dans vos pays, c'est pas moi qui vous le dis. Évidemment, au-delà évidemment de ces tentatives, de fédéralisme, il y a d'autres Africains évidemment qui ne sont pas francophones. Évidemment, comme je l'ai dit, l'initiative ne pouvait pas venir d'un pays francophone à cause de la position de la France. Mais voilà, Kwame Nkrumah, le leader évidemment dans les colonies ouest-africaines anglaises, lui, il va lancer l'initiative les États-Unis d'Afrique. Dans son livre, évidemment, Africa Must Unite, on voit évidemment qu'il donne les grands axes qu'il faut évidemment pour l'unité du continent. Les raisons qui le poussent évidemment à faire cette unité du continent. L'Afrique morcelée n'est ni pour l'Afrique, n'est ni bien pour l'Afrique, ni pour le peuple, ni pour les dirigeants. Et je vous donnerai l'exemple du fédéralisme américain, évidemment. Quand les Américains ont vu que voilà, l'avenir, évidemment, n'est pas dans des États morcelés, les 13 États de l'Est ont fait la conquête de l'Ouest, mais aussi, ils ont acheté d'autres possessions qui appartenaient à la France, la Louisiane et la Floride. Évidemment, pour dire qu'un État n'est viable que dans un ensemble d'union, dans une perspective de bloc, évidemment, l'Afrique, ça aussi, ça a été vu par quelqu'un qui s'appelle Kwame Nkrumah. Donc, en 63, évidemment, à Éthiopie, un pays qui n'avait pas subi la colonisation, le siège de l'OUA, ou l'Organisation des États africains, l'Organisation de l'Unité africaine, va essayer, évidemment, d'avaliser ces projets des États-Unis d'Afrique. Mais comme je l'ai dit, évidemment, avec des présidents qui avaient une oreille à l'OUA, une oreille avec la France, évidemment, ils ne pouvaient pas voter ce projet des États-Unis d'Afrique. Et regrettablement, pendant des décennies, vous me direz que 2 ans plus tard aussi, voilà, Kwame Nkrumah est parti en coup d'État alors qu'il était en visite officielle
mais voilà, n'empêche, il a été accueilli par Ahmed Sékou Touré, qui a fait de lui un co-président de la Guinée. Pour dire que voilà, les projets fédéralisme, évidemment, il y a des Africains qui y croyaient et qui dépensaient leurs biens et leurs moyens pour que ça réussisse. Évidemment, ces dernières années, ça a été remarqué, évidemment, par quelqu'un, ou je dirais une chance, évidemment, pour l'Afrique, d'avoir un homme comme Mohamed Kadhafi. Ce n'est pas, évidemment, l'humain qui compte, mais aussi, voilà, dans un tel projet, évidemment, les opposants de ce dynamisme savent que, voilà, le facteur financier est essentiel. Et l'avantage, évidemment, que l'Afrique avait avec Kadhafi, c'était d'avoir ces milliards de dollars qu'il mettait au service des États-Unis d'Afrique. C'était aussi avoir quelqu'un qui avait la vocation, l'abnégation et qui ne se souciait pas, évidemment, du mécontentement de l'Occident par rapport à ses positions panafricaines. Voilà, évidemment, c'est ces deux aspects que Kadhafi réunissait, ces deux potentiels, évidemment, qu'il mettait au service de la jeunesse africaine, évidemment, du continent, pour que l'Afrique va dans le bon sens, dans le sens de l'unité, dans le sens de l'intégration.